La mer est la mémoire de l'humanité, le plus grand musée du monde, le linceul des bateaux engloutis. Cependant, chaque navire devenu épave n'a pas la même chance de témoigner de son existence. En effet, le bois d'une épave peut être détruit par de petits organismes marins xylophages. De taille modeste mais combien ravageurs, ces vers marins appelés tarés ont une activité particulièrement destructrice sur les bois immergés. Lorsque l'épave d'un navire repose au fond des eaux, une course de vitesse s'engage entre les xylophages et les courants marins qui déposent un linceul d'alluvions protectrices sur la coque. Si la cargaison du navire est constituée de matériaux imputrescibles et pondéreux, terre cuite, métal, matériaux de construction, l'épave s'enfonce plus rapidement dans les sédiments meubles et est ainsi protégée contre ces redoutables prédateurs. L'épave Port-Vendre 1 était remarquablement conservée, car les amphores qu'elle transportait ont lesté la coque sur le fond et l'ont protégée. Connue depuis 1929, l'épave est finalement explorée en 1963 par les pionniers de l'archéologie sous-marine. Lorsque les travaux d'aménagement du port se profilent à l'horizon des années 1970, l'épave a pris une telle place dans l'imaginaire des habitants de Port-Vendre et de la communauté scientifique qu'il devient impossible de l'abandonner et de la sacrifier. Cette prise de conscience collective a mobilisé à la fois des techniciens, des ingénieurs, des historiens et le ministère de la Culture dans le but de préserver l'épave et d'explorer ainsi cette page d'histoire sur le commerce et l'architecture navale du IVe siècle après Jésus-Christ. Toutes ces forces œuvrant de concert ont permis de démonter partiellement l'épave d'une vingtaine de mètres de long, de la prélever de l'anse maritime où elle gisait à 5 mètres de profondeur, et enfin d'effectuer un traitement du bois gorgé d'eau par imprégnation, substituant la cellulose par du bichromate de sodium, redonnant ainsi au bois sa consistance originelle. Les amphores ont été étudiées et elles nous renseignent sur la provenance et la destination du navire. Au IVe siècle de notre ère, la Méditerranée constituait un lien très fort entre les différentes provinces de l'Empire bordant ses rives. Les navires sillonnant les eaux de mars à novembre, respectant la trêve d'hiver que les Romains appelaient mare clausum, furent les instruments privilégiés de ces échanges. Du blé depuis les Mauritanies, des métaux, de l'huile, du vin et du garum de la province de Bétique ou de Lusitanie, sans oublier le vin de Méditerranée orientale. Le navire Port-Vendre 1, grâce à sa cargaison, nous permet d'imaginer son trajet depuis l'embouchure du Guadalquivir ou d'un port situé à proximité comme Cadix. Embarquant une cargaison hétérogène d'huile, de vin et de poissons en saumure pour la cheminer en longeant les côtes hispaniques vers le port de Narbonne, capitale de l'ancienne province de Narbonnaise, mais qui garde toute son importance économique. Au cours de la fouille sous-marine, les archéologues ont noté et dessiné le mode de rangement des amphores dans la cale, où de nombreuses épontilles, reliées par des planches, constituaient des compartiments, calant la cargaison, évitant ainsi les méfaits du roulis et du tangage. En fouillant davantage, ils ont découvert dans la sentine quantité de monnaie perdue par l'équipage dans cette partie du bateau devenue inaccessible, sous le plancher de la cale encombré de sa cargaison. La diversité des effigies des monnaies et leur provenance nous permettent d'envisager l'hypothèse d'un navire ayant navigué au moins 40 à 50 ans. Hypothèse confirmée par l'état d'usure à la fois du bois et de l'étanchéité des planches du bordé, constituant la peau du navire. À ce sujet, rappelons que ce qui caractérise la construction des coques antiques romaines est l'assemblage des virures de bordée, liées entre elles par des clés en bois chevillées, ayant le double avantage d'éviter le cisaillement et le glissement des planches entre elles.
De nos jours, les planches appelées aussi virures de bordée sont clouées sur la membrure ou squelette. Si le bateau avait pu poursuivre sa route, Narbonne aurait été vraisemblablement son port de destination. Au début des années 2000, une équipe de chercheurs a découvert le grand port oublié de Narbonne. Ils ont mis au jour un chenal reliant la ville à la lagune de Bages. En l'état actuel des recherches, on peut penser que les navires au fort tirant d'eau, comme celui de Port-Ventre, contenant au moins 1500 à 2000 amphores, soit une centaine de tonnes métriques, accostés à l'entrée de ce chenal. De là, des allèges ou embarcations de faible tonnage, 100 à 200 amphores environ, acheminaient ensuite les marchandises vers des entrepôts situés plus près de la ville. Parmi toutes les hypothèses du naufrage du navire de lance Gerbal à Port-Ventre, il en est une que nous privilégions, celle qui permet d'imaginer le navire croisant le cap Béart par beau temps. Toutefois, le capitaine, constatant une voie d'eau, essaie tout d'abord de la résorber en utilisant la pompe de cale tout en poursuivant sa route. En effet, les navires romains étaient munis d'une pompe de type à chapelet, constituée de petits disques de bois fixés sur une corde et circulant à l'intérieur de 2 madriers creux remontant jusqu'au pont. L'ensemble est mis en mouvement par une roue dentée actionnée sur le pont par un membre d'équipage. L'eau aspirée du fond de la sentine arrive alors dans un bac placé sur le pont, d'où des tuyaux de plomb l'évacuent à l'extérieur. Constatant ensuite que la voie d'eau était plus importante et qu'il ne pouvait pas la résorber au moyen de la pompe, le capitaine essaie alors de gagner un abri naturel, bien connu des marins romains dans l'actuelle anse Gerbal. Afin de colmater l'orifice, il utilise une voile ou prélat disposée à l'extérieur de la coque. 2 petites embarcations glissent alors la voile sous la carène, probablement le souparome, amené et retenu par 2 écoutes alors que le bateau continue d'avancer sur son erre. La voile est appliquée fermement sur la coque au moyen d'écoutes bordées et la zone d'infiltration est ainsi colmatée. Cette hypothèse est étayée par la découverte, lors du prélèvement de la carène, des vestiges de la voile et des cordages disposés en galons sur le fond de vase, sous les 3/4 arrière de la coque. Imaginons ensuite un virement de bord après avoir dépassé les 2 écueils à l'entrée de la passe et un accostage dans l'anse à proximité de l'actuelle halle aux poissons. Sans doute a-t-il pensé également à alléger la cargaison, puisque seulement 200 amphores ont été retrouvés lors de la fouille. La suite peut être aisément imaginée. Le bateau, lesté par l'eau d'infiltration et son reste de chargement, ne tarde pas à rejoindre le fond de la mer, figeant ainsi cet épisode du commerce maritime romain et ses péripéties pour les 1500 ans à venir. Mais ce que nous devons retenir, c'est l'obstination des plongeurs pour sauver l'épave, le travail acharné des dizaines de scientifiques et d'agents territoriaux qui se sont succédés depuis plus de 40 ans pour étudier et conserver cet incroyable vestige du passé. La première épave de bateaux anciens retirés des eaux en France et la 3e dans le monde après le Vasa en Suède et le bateau punique de Marsala en Italie. À cet objet exceptionnel du patrimoine maritime, dont les 350 pièces de bois conservées ont été restaurées, il faut ajouter de nombreux vestiges de la cargaison, du mobilier de bord et de l'accastillage. Afin de faire ressurgir ce patrimoine du passé, le Parc naturel marin du Golfe du Lion a initié en 2015 un projet d'évaluation de l'état de conservation de ce navire, resté entreposé à sec durant une 30aine d'années. Un exceptionnel partenariat s'est noué entre le parc, la mairie de Port-Ventre, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales,
Jean-Marie Gassin, spécialiste de l'architecture navale antique, sous la responsabilité conjointe du Drasme et du gestionnaire des collections de Port-Vendre. 3 mois de chantier intense ont permis de démontrer que de belles perspectives pouvaient être envisagées pour la valorisation de cette prestigieuse épave, inscrite profondément dans la mémoire collective de ce territoire. Un véritable travail d'équipe s'est poursuivi et une enquête minutieuse a permis la réalisation de ce film, dont l'objectif, l'espoir même, est de transmettre au public ce qui constitue à ce jour une découverte unique dans le monde de l'archéologie sous-marine. Un chaînon indispensable dans la compréhension des voies maritimes et des échanges commerciaux de cette période dans le bassin méditerranéen.